Donc bonjour, moi je vais vous présenter en fait la place de la génétique moléculaire et des marqueurs osseux comme outil diagnostic des maladies rares ostéocondensantes. Alors, comme on vous l'a bien présenté, ces maladies rares ostéocondensantes, finalement, on en distingue deux grands groupes, les ostéopétroses et les ostéoscléroses. Les ostéopétroses, finalement, c'est une diminution de la résorption osseuse, c'est-à-dire que soit on peut avoir une anomalie de la différenciation des ostéoclastes, pas de passage du monocyte à l'ostéoclaste mature, ou encore une dysfonction des ostéoclastes matures. L'ostéosclérose, comme vous avez pu voir, c'est vraiment une augmentation excessive de la formation osseuse. Donc on va essayer de voir finalement, dans ce contexte, que peut apporter les marqueurs donc, du métabolisme osseux et la génétique moléculaire qui, forcément, comme vous pouvez l'imaginer, va permettre en tout cas de confirmer le diagnostic d'ostéomaladie ostéocondensante. Alors, du niveau du marqueur du métabolisme osseux, les marqueurs sériques, donc en dosant le sérum, et on a 3 qu'on peut vraiment utiliser facilement. C'est la phosphatase alcaline osseuse, donc la PAO, qui en fait... Merde, je fais une bêtise. Excusez-moi. Donc la phosphatase alcaline osseuse, la BAP-ostase, en fait c'est une enzyme qui est donc produite par les ostéoblastes et donc elle va refléter l'activité des ostéoblastes. On a aussi le propeptide aminoterminal du procollagène type 1, plus simplement le P1-1-NP, qui lui en fait a un reflet de la production du collagène de type 1 mature, qui est à mon avis le marqueur le plus intéressant à ce jour. Et puis l'ostéocassine, qui est une protéine non collagénique de la matrice osseuse, qui est produite par les ostéoblastes, qui interviendrait dans la minéralisation et qui faciliterait peut-être la fixation du calcium. Alors, parmi ces 3 types de marqueurs, on peut les doser très facilement par un système automatisé. Le marqueur qui est moins utilisé, c'est quand même l'ostéocassine, du fait que c'est un marqueur qui a une demi-vie très courte, donc c'est une molécule fragile, et en fait qui est peut-être moins intéressante dans ce contexte. Alors, il faut quand même bien préciser que quand on a une ostéosclérose, on va avoir une augmentation des marqueurs osseux, et c'est pas forcément spécifique de la génétique. Il faut aussi penser que ça peut être tout simplement le reflet, par exemple, d'une fibrose. Aussi, en autre cas, décrit, c'est les cas d'ostéosclérose dans les cas des hépatites C, qui restent quand même exceptionnels. Et aussi bien préciser que les normes actuellement sont quand même relativement bien faites pour les enfants, au-delà de 2 ans, je dirais, et que donc on peut quand même l'utiliser chez les enfants et chez les adultes. Ensuite, au niveau des marqueurs de résorption, en fait, donc ils vont, comme vous pouvez l'imaginer, être le plus intéressant dans le cas des ostéopétroses. On a 2 marqueurs, je dirais, majeurs, qui sont des marqueurs sériques, qui est le TRAP5B, qui est en fait la phosphatase acide tartrate résistance, et l'osoforme 5B qui va nous intéresser, puisque c'est l'osoforme qui est spécifique des ostéoclastes. Et cette enzyme qui fonctionne à pH acide va vraiment, on va dire, refléter l'activité des ostéoclastes. À côté de ça, un marqueur relativement connu par tous les rhumatos, c'est le bêta-crossap sérique, qui est produit de dégradation du collagène type 1, qui se dose très facilement par le système on va dire, automatisé. Ce qui est moins le cas pour le TRAP5B, il y a quelques systèmes automatisés, il y en a un seul, sinon ça reste quand même du technique ELISA manuel. Il y a un marqueur urinaire qui, je dirais, un petit peu désuet, du fait tout simplement que c'est un prélèvement urinaire, donc c'est plus difficile à faire. C'est le déoxypyridoline. En fait, c'est un molécule de pontage, de pontage des hélices du collagène de type 1, qui va donc intervenir dans la rigidité et la solidité du collagène. Alors, c'est un peu plus difficile à doser, parce que normalement, c'est les urines du matin, c'est la deuxième miction, et vous imaginez que chez les enfants, c'est un peu plus délicat de le faire. Donc, c'est vraiment un marqueur qui est vraiment, je dirais, presque désuet et de moins en moins utilisé. Alors, évidemment, ces différents marqueurs de résorption, ils pourraient définir les différents types d'ostéopétrose que l'on observe, c'est-à-dire les ostéoprostroses que vous a présenté Valérie, qui sont pauvres en ostéoclastes. Et donc là, on retrouve les mutations dans Rankel et dans Rank, donc il n'y a pas d'ostéoclaste et il n'y a pas de passage donc de l'ostéoclaste, on va dire, précurseur à l'ostéoclaste mature. Donc dans ces cas-là, TRAP5B, bêta-crossaps et du coup, déoxypyridoline sont très diminués. Et on différencie aussi ce qu'on appelle donc les ostéopétroses riches en ostéoclastes, où là c'est la fonction d'ostéoclaste qui est défectueuse. Et là, je vais vous montrer surtout l'intérêt de ces marqueurs, non pas dans les ostéopétroses malignes-infantiles, vous avez bien compris finalement qu'il y a vraiment d'autres choses qui peuvent faire le diagnostic, loin de là, mais surtout dans la maladie d'Albert-Schoenberg, qui est donc une pathologie en fait, qui se transmet sur le mode autosomique dominant, qui généralement apparaît à l'adolescence, à l'adulte. Donc là, les normes sont quand même plus faciles à interpréter. On a les marqueurs osseux. Et cette maladie d'Albert-Schoenberg, donc, est une mutation de gène canal-chlore, CLCN7.
Donc en fait, comme c'est une apparition c'est on va dire une ostéopétrose moins grave que l'ostéopétrose maligne infantile ou intermédiaire, on n'a pas d'anémie, on n'a pas de thrombocytopénie, on n'a pas d'hypocalcémie. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est quand même de doser ce marqueur donc de résorption TRAP5B. Comme vous pouvez le voir ici, chez les adolescents, en tout cas les très jeunes adultes, on a une augmentation très importante de ce marqueur TRAP5B chez ce qu'on appelle chez les symptomatiques, ceux qui vont donc présenter des fractures, à la différence de ceux qui vont présenter la mutation, mais qui sont, on va dire, asymptomatiques. On a dit qu'on avait 30% à peu près. Donc là, les TRAP5B sont quand même très diminués, enfin sont même normaux, sont équivalents, on va dire, aux valeurs contrôle. Il en est de même donc chez les adultes, où on voit quand même que ce marqueur TRAP5B va comme finalement signer un signe de sévérité de cette maladie d'Albert-Schoenberg. Et en fait, ce qu'il signifie derrière, c'est qu'il y a une augmentation du nombre des ostéoclastes, ils sont non fonctionnels. Et en fait, ça signifie aussi qu'il y a une augmentation de la sécrétion de la phosphatase, mais qui par effet compensateur. À côté, si on associe les autres marqueurs, on aurait donc bien une diminution des bêta-crossapes sériques et aussi du déoxypyridoline. Alors, je dirais que c'est vraiment une aide au diagnostic si, en fait, on a une augmentation du TRAP5B. C'est vrai que là, ça va un peu confirmer le diagnostic, forcément, avec la génétique moléculaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ils sont augmentés, donc c'est vraiment une aide au diagnostic. Et le diagnostic différentiel auquel il faut penser, c'est l'ostéomésopycnose, qui est une pathologie découverte fortuite, généralement chez l'adulte, où il y a tous les marqueurs osseux sont normaux. Et aussi, on a montré qu'il y avait une pénétrance incomplète, c'est-à-dire qu'on vient de dire qu'il y avait quand même 30% des patients qui étaient asymptomatiques, et avec porteurs de la mutation, d'accord. Et donc, ça va pouvoir quand même déterminer des porteurs asymptomatiques et on va dire rassurer de certaine manière sur l'évolutivité. Au niveau donc, un autre exemple où on peut donc doser les marqueurs osseux, c'est l'hyperostose endostéale, donc LRP5, et la sclérostose de type 2, c'est LRP4. Donc tous les deux sont en fait responsables d'une anomalie de la voie d'utilisation Wnt. Donc la LRP5 est responsable donc de deux pathologies d'hyperendostéase qu'on a noté qu'il ne fallait plus dire ostéopétrose autosomique dominante de type 1, il ne faut plus utiliser ce terme, c'est vraiment l'hyperotose endostéale. Et il est aussi responsable, donc le récepteur LRP5, de la masse osseuse élevée, qui est généralement de découverte fortuite. C'est-à-dire on va se retrouver avec une densité osseuse à plus 4, plus 5, plus 8, découverte fortuite. Et forcément, toutes ces pathologies-là sont sans fracture, voire même plutôt pas de fracture du tout. Donc la voie Wnt, normalement, donc, quand elle est activée, il y a donc une activation. Enfin, lorsque la voie Wnt est activée, il y a donc une augmentation de la formation osseuse et intervient l'activation donc du corécepteur LRP5. Et en fait, les mutations qui expliquent cette activation excessive de la voie, c'est dû au fait que les inhibiteurs de cette voie, qui sont la sclérostine et des KK1, ne peuvent plus se fixer dans le domaine extracellulaire. Donc il n'y a plus d'inhibition de la voie Wnt. Et on peut doser donc ces marqueurs pour justement, je dirais, différencier une high bone mass, une masse osseuse élevée, sans finalement conséquence, par rapport à l'hyperostose endostéale de forme évolutive, où là, on aura une augmentation de PNP, PAO et stocacine. Enfin, ça, c'est pareil, c'est un marqueur de sévérité parmi tant d'autres. LRP4, donc c'est un récepteur aussi donc de la voie Wnt. LRP4, donc lui, il ne fixe pas des KK1, mais il fixe la sclérostine. Et donc les mutations qu'on observe dans la sclérostose de type 2, donc qui peut être soit de transmission autosomique dominante ou récessive. Donc dans ces cas-là, on a une inhibition de la liaison à la sclérostine, et comme vous avez bien compris, de toute façon, il y a une activation excessive de cette voie. Par contre, là, ce qu'il faut noter, c'est que les marqueurs osseux sont normaux. Il n'y a pas a priori de violation de PNP ou PAO. Et il est écrit une augmentation de la sclérostine sérique. C'est un effet non attendu. Et l'explication actuelle serait que cette sclérostine qui ne peut plus se fixer serait relarguée dans le sérum. Et du coup, on aurait donc une augmentation de cette sclérostine donc, au niveau sérique. Ça peut être intéressant pour le diagnostic, du coup, si on ne sait pas et qu'on n'a pas de mutation, de doser dans ces cas-là la sclérostine dans ces pathologies-là, donc de type hyperotose endostéale ou sclérostose de type 2. À côté, il y a la maladie de Van Buchem et la sclérostose de type 1. Donc là, c'est des modes de transmission autosomique récessifs. Ça apparaît chez l'enfant, si forcément l'anomalie des extrémités, on peut l'évoquer, comme la sclérostose type 1, ou chez l'adulte, ça dépend. Comme vous avez vu, il y a des formes de dextérité différentes. Et dans tous les cas, c'est dû à des mutations dans SOS, donc c'est perte de fonction. Et donc, on a une sclérostine. Quand on la dose chez ces patients, on a une diminution de cette sclérostine.
Donc, on a, que ce soit l'amide Van Buchem ou la sclérostose de type 1, on a une augmentation très importante de PNP chez les patients. Chez les patients donc symptomatiques, c'est maladie auto-immune récessive, mais aussi chez les porteurs asymptomatiques avec une seule mutation. Et cette diminution de sclérostine dans la maladie Van Buchem, elle est quand même détectable. C'est en fait on détecte encore un petit peu de sclérostine. Alors que la différence de la sclérostose de type 1, là c'est indétectable. Il n'y a plus du tout donc du coup de synthèse. Donc c'est pareil, je dirais ces deux marqueurs qu'on peut associer qui peuvent être un aide au diagnostic. Je vais passer à la génétique. Là, je vais vous essayer de présenter les marqueurs les plus, on va dire, optimales pour aider au diagnostic. Alors, forcément, la génétique donc des maladies osteocansantes va permettre certainement de confirmer surtout le diagnostic. Là, vous avez comme outil le séquençage nouvelle génération. Là, le choix entre panel et exome. À ce jour, en France, on utilise beaucoup plus de panels de gènes que d'exomes, hein, d'accord ? C'est vraiment ce que tous les laboratoires utilisent, je pense, en tout cas en première intention. Panel de gènes qui permet donc de séquencer toutes les régions codantes d'un panel de gènes. Et ça a été une révolution parce que ça nous a permis, on va dire facilement, de séquencer des grands gènes, comme LRP4, qui est un très grand gène, ou encore de faciliter le séquençage d'Amérin, qui est en fait WinTest, dans la WTX, pardon, qui est responsable de l'ostéopathie striée, parce que c'est qu'un seul exome, mais c'est 4000 paires de bases. Donc ça, le NGS nous a vraiment permis de pouvoir rendre des résultats beaucoup plus exhaustifs. Là, je vous ai présenté un panel de génétique d'ostéoporose de l'adulte. On peut associer LRP5, LRP4, SOST et TGF-bêta1, parce que je pense quand même que TGF-bêta1, chez l'adulte, qui est donc responsable du Camurati-Engelmann, peut être un diagnostic différentiel. Alors, l'avantage de ces techniques NGS qu'on utilise des panels, c'est que si ça permet des détections de variations du nombre de copies, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut détecter en fait les délétions et les duplications de gènes, partielles ou totales, donc par cette approche. L'avantage aussi de cette technique, c'est que ce sont des designs à façon, on peut designer et rajouter des régions non codantes qui nous intéressent particulièrement, comme les régions promotrices, les régions 5' UTR non codantes, les régions de régulation. Et c'est le cas, par exemple, de la maladie Van Buchem. En fait, cette maladie, elle est due à une délétion homozygote du côté 3' du gène, donc rien à voir avec les oncodants. Et donc, on peut, si on se spécialise dans cette maladie Van Buchem, dans sa recherche, on peut designer et rajouter cette séquence particulière de zones de régulation. On peut aussi détecter des mutations en mosaïque. Par exemple, ça peut être le cas, je pensais à l'ostéopathie striée chez le garçon. On peut imaginer que c'est des mutations en mosaïque puisque c'est chromosomique et ça peut donner des formes, on va dire, plus modérées. Ça peut être un cas. Et par exemple aussi, l'exemple de la méoastose où c'est vrai que c'est une mutation somatique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut détecter des mutations que dans un tissu donné et à bas bruit. Alors, à côté de ça, on a, à côté de ces panels qui sont très utilisés, on a les exomes. Les exomes qui sont finalement de deux types actuellement. Il y a l'exome qu'on dit mini, en fonction du fabricant, mini ou focused exome. En fait, ce n'est que 5000 gènes. En fait, c'est-à-dire qu'exactement, on séquence les régions codantes connues pour être associées à une maladie répertoriée dans les bases de données. C'est-à-dire qu'on va vraiment se focaliser sur ce qui est connu, c'est-à-dire les bases de données comme OMIM, comme KINVAR, ou tout simplement comme Human Gene Mutation Database. Et là, on travaille à partir de kits qui sont ce kit d'Agilent ou d'Immuna. Ça, c'est une approche où c'est peut-être plus rapide, mais forcément, on va que ce qui est, on des recherches, on ne trouve que ce qui est connu. Après, on peut aller vers l'exome complet. Là, c'est 20 000 gènes. Ça, c'est sûr, c'est plus complet. Mais le prix et forcément le temps d'analyse est beaucoup plus long. Et les tests fonctionnels, il faut les prévoir parce qu'on peut se retrouver avec un nouveau variant gène. Donc, prévoir qu'est-ce qu'on va faire derrière pour confirmer, en tout cas, la pathogénicité du nouveau gène. Je dirais qu'il ne faut absolument pas oublier la technique de séquençage de type Sanger, qui est la plus simple, la technique dite de référence actuellement, qui nous permet de confirmer les mutations identifiées par NGS, quand même, parce qu'il faut voir qu'en par NGS, on a quand même des faux positifs et des faux négatifs, c'est des problèmes de couverture, donc il faut quand même ne jamais l'oublier, cette technique. Elle nous permet de faire toutes les études familiales, et je dirais que des fois, elle est très utile pour des choses toutes simples. Par exemple, quand on a affaire à une mutation récurrente, je pensais au syndrome du café, enfin, une mutation récurrente dans le
collagène, il n'y a peut-être pas besoin de faire un NGS quand c'est tout simple, hein, une mutation récurrente, ou alors quand c'est c'est des gènes qui sont tout petits, avec des petits exons. Je pensais à la pycnosidostose, parce que des fois, c'est un diagnostic purement clinique, et c'est peut-être pas la peine de sortir la grande batterie, on va dire, de NGS quand il s'agit de choses toutes simples. Alors, par contre, le NGS a vraiment, à mon avis, un grand intérêt pour le diagnostic moléculaire des ostéopétroses récessives infantiles, ostéopétroses malignes infantiles. On a bien vu que finalement en néonate, les signes cliniques étaient, par la radiologie qui est la plus importante au niveau biologique, sinon spécifique. En première attention, il y a anémie, thrombocytopénie, l'hypocalcémie qui est à mon avis très importante à noter, et les marqueurs osseux. Vous avez bien compris que ça peut être intéressant, mais c'est pas fait en tout cas en routine. Et puis je insiste quand même sur le fait c'est quand même assez difficile à interpréter lorsque les enfants inférieurs à 2 ans, c'est quand même, les normes sont quand même pas si simples que ça à interpréter. Donc c'est pas fait. Voilà. Par contre, le NGS va permettre de déterminer, en fait, ou en tout cas aider au typage on va dire, des différentes ostéopétroses. Il y en a 8 actuellement, dire les ostéopétroses dites classiques, ostéopétroses récessives, avec donc, on m'a dit donc celle où on a une anomalie donc de la différenciation des ostoclastes où il y a des mutations de Rank-Rankel. Là, la seule chose qui peut aider en biologie, c'est quand il y a une mutation dans Rank, c'est qu'il peut y avoir une hypogammagénémie. Donc ça peut aider, ça peut orienter. Et on est de même pour, on va dire, l'anhydrase carbonique. On a une acidose tubulaire rénale qui est associée. En plus, elles sont un peu plus tardives, hein, les parents en néonate. Et après ça, au niveau, comme il s'agit finalement d'ostéopétroses qui sont dues à une dysfonction de l'ostéoclaste, c'est pas finalement il y a que la génétique qui va pouvoir répondre. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans le cas, on a là la lacune de l'ostéoclaste qui doit être acidifiée par HCl, en fait, pour que les enzymes fonctionnent. Eh bien, on a besoin d'un canal fonctionnel, c'est canal chlore. Hein, donc, s'il y a une mutation, il n'y aura pas de chlore. En ce qui concerne TCRG1, c'est une sous-unité de l'ATPase qui fournit les protons, s'il y a une mutation, il n'y a pas de H+. Donc, vous voyez, c'est du non spécifique. Il n'y a pas d'acidification et il n'y a que finalement la génétique qui peut répondre. Et cette génétique, elle va répondre, on va dire, le plus rapidement possible. C'est vraiment un des diagnostics, je dirais, à réaliser en urgence, si possible. Alors, on peut utiliser forcément les panels de gènes. Là, je vous en ai mis 8. On peut avoir des panels encore plus importants. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et je dirais qu'il ne faut pas quand même négliger encore la technique de Sanger. On peut avoir une autre approche, c'est-à-dire privilégier finalement TCRG1 en disant que finalement, c'est plus de 60% des ostéopétroses récessives. On va essayer de répondre à ça en premier et on verra après. Ou avoir une autre approche, c'est par exemple séquencer très rapidement, c'est un tout petit gène TNFS11, en fait, c'est-à-dire RANK. Et puisque celui qu'on vous a dit, c'est une contre-indication à la greffe. C'est répondre tout de suite à cette information-là. Le taux de positivité pour les ostéopétroses autonomiques récessives est d'environ 95%, si on répond presque à 100% des cas. Et il ne faut pas oublier le diagnostic différentiel, j'en ai mis un, c'est parce que souvent c'est sur des panels hémato, par exemple, où on peut avoir le déficit d'adhésion leucocytaire de type 3, où des fois c'est plutôt des laboratoires qui vont poser le diagnostic parce qu'ils ont plutôt ce type de gène comme diagnostic différentiel. Alors, la place du séquençage d'exomes. La place du séquençage d'exomes, est-ce qu'on doit le faire, si on a fait un panel et qu'il est négatif, est-ce qu'on doit le faire d'emblée ? Je ne suis pas sûre. Parce qu'en fait, c'est vrai, des fois, on répond à un panel, on dit qu'il est négatif, mais le tableau clinique et radiologique, il est ultra typique. Par exemple, il peut être évocateur vraiment d'une ostéopétrose. On est sûr que c'est une ostéopétrose classique. Et je dirais que là, il faut peut-être discuter, avant de faire un séquençage d'exome, de séquencer la totalité du gène. Par exemple, du gène canal chlore. Puisque, par exemple, dans la médaille Berchenberg, on sait qu'on répond qu'à 80%, et je suis persuadée que finalement, les mutations ne sont peut-être pas dans les exomes, mais sont peut-être dans la région de régulation, juste à côté, etc. Et c'est pas l'exome qui va pouvoir répondre. Et ça a été le cas, nous, en ce qui me concerne, c'est quand finalement, on s'est retrouvé avec des mutations ponctuelles introniques qui étaient à distance des exomes, ou encore on fait des délétions de la région 5 primaire, l'exome, si on ne séquence pas la région 5 primaire, on ne va pas trouver, ou encore les délétions intragéniques. Je pense que vraiment, il faut peut-être discuter, en tout cas dans certains cas où c'est vraiment typique, de ne pas tout de suite s'engouffrer dans l'exome et de peut-être réfléchir si on ne peut pas avoir une approche on va dire spécifique. En ce qui concerne les ostéopétroses, forcément les ostéoscléroses ou ostéopétroses atypiques, là oui, on peut d'emblée peut-être dire on va faire un exome complet ou un mini-focus exome, ça dépend aussi de la disponibilité du laboratoire, et de tout ce qui est bioinformatique, puisqu'en fait c'est un problème d'analyse bioinformatique qui est plus ou moins compliqué.
En conclusion, je dirais que ce qui est le plus important, c'est vraiment l'orientation clinique et radiologique que je mettrais vraiment en avant. C'est ça qui va permettre de faire un bon diagnostic génétique. L'association des marqueurs, oui, ça peut aider au diagnostic dans certains cas. Je dirais pas mal, finalement, c'est peut-être la sclérostine actuellement qui est la plus intéressante, particulièrement dans l'RP4, puisqu'on a quand même une augmentation, ça sera confirmé chez d'autres patients, mais qui sont quand même très très rares. Le panel, ça permet de confirmer le diagnostic. Forcément, ça aide au diagnostic, ça aide au typage dans les ostéopétroses récessives malignes. Et puis, finalement aussi, cet outil est très intéressant pour pouvoir faire un séquençage du gène entier. Et après, discussion sur le mini-exome versus l'exome complet. Et là, forcément, la place du séquençage du génome, là, qui est en recherche. On peut en discuter, mais je pense que ça reste vraiment de la recherche. Je vous remercie.